Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule 2 du cours sur l'inflation et le niveau des prix. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux comparaisons temporelles, donc les comparaisons à travers le temps du niveau des prix et comment est-ce qu'on peut utiliser l'inflation pour faire des comparaisons dans le temps. J'avais ici dans ma vidéo une vidéo humoristique, plutôt, donc dans mes PowerPoint, une vidéo humoristique de l'humoriste Louis T. Qui discutait du prix des maisons. Et il faisait une blague un petit peu, là, et il disait mon Dieu, que les maisons sont rendues à un prix inabordable. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez réalisé vous aussi. Vous regardez le prix des maisons, puis vous vous dites plus tard, j'aimerais ça, m'acheter une maison, mais le prix des maisons augmente tellement, je ne pense pas que je vais être capable d'acheter une maison dans le futur. Est-ce que c'est juste une impression que vous avez ou est-ce que le prix des maisons augmente vraiment à une vitesse déraisonnable? Un économiste est capable de répondre à cette question-là avec un concept qu'on appelle la valeur nominale et la valeur réelle. Donc, c'est ce qu'on va vouloir regarder ensemble. Est-ce que le prix des maisons augmente à un rythme déraisonnable? Pour faire ça, je vous propose de commencer avec une espèce d'exemple simple pour mettre la mise en situation. Donc, vous avez ici une maison. Vous avez une maison qui, en 1975, se vendait 50 000 $. Ça, on va appeler ça une valeur nominale. La valeur nominale, et c'est super important, vous voulez prendre ça en note, la valeur nominale, c'est l'argent que vous devez dépenser pour acquérir le bien à un moment donné. C'est le prix que vous voyez affiché sur l'étiquette. La valeur nominale, c'est le prix d'un bien à un moment donné. Donc, vous avez la valeur nominale des maisons, 50 000 en 1975. Donc, pour acheter ta maison en 1975, ça te coûte 50 000 $. Pour acheter la même maison en 2022, ça te coûte maintenant combien? 650 000 $. Vous avez donc que la valeur nominale des maisons a augmenté. Avec le calcul de l'inflation, vous pouvez facilement calculer à quel point la maison a augmenté. La maison a augmenté de 1200 %. Soit 650 000 moins 50 000 divisé par 50 000 fois 100. Vous avez 1200 % d'augmentation du prix des maisons. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est déraisonnable? Est-ce que c'est beaucoup ou est-ce que c'est peu? Eh bien, pour faire ça, on pourrait comparer avec l'inflation globale au Canada. Donc, globalement au Canada, entre 1975 et 2022, combien d'inflation est-ce qu'on a observé? On a observé qu'entre 1975 et 2022, l'IPC était de 23 et de 116, et donc qu'au Canada, vous aviez une inflation de 404 % entre ces deux périodes-là. 404 % d'inflation. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la valeur nominale des maisons, donc le prix que vous payez, a augmenté beaucoup plus vite que la valeur de l'inflation. Autrement dit, la valeur réelle des maisons a augmenté. Et ça, c'est votre deuxième définition importante. La valeur réelle d'un bien, c'est la valeur nominale duquel on enlève l'inflation. On ajuste la valeur nominale pour tenir en compte l'inflation. Et comment est-ce qu'on fait ça pour ajuster donc une valeur nominale en fonction de l'inflation? C'est avec une équation qui est très importante pour le cours d'aujourd'hui et c'est la suivante. La valeur réelle d'un objet, d'un bien, est égale à sa valeur nominale divisée par l'IPC fois 100. Lorsque vous utilisez cette équation-là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de retirer l'effet de l'inflation de votre prix. Prenez ici le prix du café. Vous êtes en 2002, vous êtes au McDonald's, vous achetez un café, le café vous coûte 2 $. 2002, ça se trouve également à être notre année de base et donc l'IPC est égal à 100. Lorsque vous calculez la valeur réelle et que vous enlevez l'effet de l'inflation, eh bien ici, le prix réel du café, donc, ne change pas. Pourquoi? Parce que vous êtes à l'année de base. À l'année de base, il n'y en a pas d'inflation. C'est l'année sur laquelle vous faites votre ancrage. Donc, naturellement, à l'année de base, le prix nominal et le prix réel vont être égaux. Par contre, en 2005, vous retournez au McDonald's, vous achetez un café et le café coûte maintenant 2,10 $. Donc, le prix nominal du café a augmenté. Et il a augmenté combien? Il a augmenté de 10 sous. Est-ce que c'est déraisonnable, ça, une augmentation de 10 sous? Bien, on peut enlever l'effet de l'inflation.
Donc, enlevons l'effet de l'inflation et regardons ce qui reste. Comment est-ce que je fais? Pour enlever l'inflation, je prends la valeur nominale divisée par mon IPC fois 100. Et ça me donne 2,06 $. La valeur réelle du café a augmenté par rapport à 2002. 2002, la valeur réelle était de 2 $. Maintenant, en 2005, la valeur réelle est de 2,06 $. Ça nous dit quoi, ça? Ça nous dit que le prix du café a augmenté plus que juste l'inflation. Parce que quand j'enlève l'inflation, le café coûte quand même plus cher. OK. Donc, ici, la valeur réelle me permet de déterminer une hausse du prix du café par rapport aux autres biens de l'économie. Imaginons qu'on poursuit, on est en 2010. En 2010, le café coûte maintenant 2,15 $, mais attention, l'IPC est égal à 110. Donc, l'inflation a continué. Entre 2002 et 2010, il y a eu 10 % d'inflation. Les prix ont augmenté. Mais est-ce que le prix du café a aussi augmenté de 10 %? La réponse, non. On le voit quand on calcule le prix réel. Pourquoi? 2,15 divisé par 110 fois 100 est égal à 1,95. La valeur réelle du café a donc diminué. Autrement dit, oui, le prix nominal du café a augmenté, mais il a augmenté moins vite que l'ensemble des biens dans l'économie. Le café devient donc plus abordable relativement aux autres biens dans l'économie. On peut faire la même chose pour les maisons. Pour les maisons, plutôt que de faire une comparaison rapide entre 2 années comme on l'a fait à la diapositive précédente, on pourrait simplement regarder la valeur réelle des maisons à chaque année. À chaque année, on va regarder est-ce que le prix des maisons augmente plus ou moins vite que l'inflation. Donc, je vous montre un graphique ici. Vous avez l'évolution du prix réel des maisons entre 1975 et 2020. Qu'est-ce que vous observez? Vous observez, par exemple, qu'en 1990 et 2000, donc entre ces 2 années-là, la valeur réelle des maisons n'a pas changé. Comment est-ce qu'on explique ça? Comment est-ce qu'on explique que la valeur réelle des maisons entre ces 2 années-là n'ont pas changé? Est-ce que c'est parce que le prix des maisons ne change pas? Non. Entre ces 2 années-là, le prix des maisons a augmenté. Acheter une maison en 2000, ça coûte plus cher qu'acheter une maison en 1990. Le prix nominal des maisons augmente. Mais pourquoi à ce moment-là, est-ce que le prix réel des maisons ne change pas? Eh bien, le prix réel des maisons ne change pas parce que l'inflation, l'IPC, augmente au même rythme que l'inflation. Donc ici, pour vous le montrer peut-être rapidement, laissez-moi juste relever l'écran pour qu'on puisse se faire une démonstration sur le calcul ici. Donc la valeur réelle en 1990 est égale à la valeur nominale en 1990 divisé par l'IPC en 1990 fois 100. Et vous avez la même chose au début des années 2000. La valeur réelle au début des années 2000 est égale à la valeur nominale au début des années 2000 divisé par l'IPC au début des années 2000 fois 100. Et donc, si la valeur réelle ne change pas, ça implique quoi? Ça implique que la valeur nominale augmente au même rythme que l'IPC. Donc, si on a 2 % par année pendant 10 ans, vous avez peut-être une variation d'environ 20 %. 20 % d'augmentation du niveau des prix. Si la valeur réelle ne change pas, c'est simplement parce que les maisons ont aussi augmenté de 20 %. Augmentation de 20 % de la valeur des maisons, augmentation de 20 % de l'IPC, ça implique que la valeur réelle des maisons reste inchangée. Par contre, depuis le début des années 2000, ce qu'on remarque, c'est que la valeur réelle des maisons augmente. Pourquoi est-ce que la valeur réelle des maisons augmente? Pour que la valeur réelle augmente, ça doit être parce que la valeur nominale des maisons augmente plus rapidement que le niveau des prix. Donc, le niveau des prix augmente d'environ 2 % par année. Eh bien, les maisons augmentent de plus que 2 % par année. Et donc, les maisons deviennent relativement plus chères dans le temps. Vous allez me dire, Marc-André, pourquoi est-ce que c'est un problème, ça, pour le marché des maisons? Pourquoi est-ce que c'est un problème quand un bien augmente de prix
plus rapidement que l'inflation. C'est un problème parce que ça change votre capacité à acheter ce bien-là. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dans la première capsule de révision de notre chapitre d'aujourd'hui. Une des utilités de l'inflation, c'est de négocier des salaires. Si votre salaire augmente, si l'inflation, augmente de 3 bien, vous allez demander une augmentation salariale de 3 de sorte que votre salaire réel, donc le salaire réel, c'est un peu le même concept, le salaire réel est égal au salaire nominal divisé par le niveau des prix fois 100. Je peux appliquer la même formule. Donc, si mon salaire réel est constant, si mon salaire évolue au même rythme que l'inflation, mais que les maisons augmentent plus vite que l'inflation, eh bien, votre pouvoir d'achat pour les maisons va diminuer. Et ça, c'est une tendance qui est lourde et qui est inquiétante, qui fait en sorte que les générations aujourd'hui, il y a un problème d'équité intergénérationnelle. Votre génération, ma génération, ça va être beaucoup plus difficile d'acheter des maisons que ça ne l'a été, par exemple, pour les générations des années 90. Parce que la valeur réelle des maisons a explosé dans les dernières années. Pourquoi est-ce que la valeur réelle des maisons a explosé? Je vais vous laisser faire vos recherches là-dessus. Il y a plusieurs bonnes raisons qui expliquent ça, des raisons économiques. Peut-être qu'on pourrait le couvrir là, en classe là, si vous passez me voir ou peut-être dans mes heures de disponibilité si ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour l'évolution donc de la valeur réelle. Laissez-moi redescendre ici, laissez-moi redescendre l'écran. Donc, qu'est-ce qu'on peut vouloir voir maintenant? Donc, je peux comparer l'évolution des prix à travers le temps, mais vous devez faire attention lorsque vous faites ce genre de comparaison-là à travers le temps, parce qu'il y a un enjeu méthodologique majeur. Lorsque vous comparez des biens à travers le temps, vous faites un petit peu une hypothèse, que le bien ne change pas. Si je vais être capable de regarder l'évolution, par exemple, du prix des téléphones à travers le temps, le téléphone que je compare doit être relativement semblable. Ici, je vous donne un exemple tiré de ma vie. Moi, le premier cellulaire que j'ai eu, c'était une espèce de Verizon comme ça ici, là, LG. C'est un téléphone, un des premiers téléphones à clavier. On était vraiment cool quand on avait ça, que j'étais au secondaire. Donc, c'est un téléphone, là, tu l'ouvrais comme ça, puis tu pouvais texter sur le clavier. C'était complètement novateur. Aujourd'hui, le iPhone Pro Max, je ne sais pas si on rendait à combien, 17, 18, ça n'a rien à voir avec l'ancien téléphone. C'est normal que moi, quand j'ai acheté mon téléphone ne coûtait pas cher. Ce téléphone-là coûte beaucoup plus cher. Il y a eu beaucoup d'inflation dans le prix des téléphones, mais ça, c'était un téléphone. Ça, c'est rendu pratiquement un ordinateur, là. Donc, le bien n'est pas assez similaire pour que je puisse en calculer l'inflation. Et donc, il y a plusieurs biens comme ça où vous devez faire attention quand vous faites des comparaisons temporelles. Ce n'est pas simple, comparer les biens. Vous devez également faire attention lorsque vous utilisez l'inflation, parce qu'il y a quelques défauts parfois à l'inflation. Et les défauts, laissez-moi les retrouver ici dans mes capsules. Parmi les défauts de l'inflation, donc je vous en présente 3 rapidement. Les 2 premiers sont nettement plus importants. D'abord, l'inflation, c'est une mesure agrégée pour le Canada. Au Canada, l'inflation est de 2,4 % par exemple cette année. Par contre, ça se peut qu'il y ait des gens qui le vivent différemment. Vous avez des gens qui, eux, vont dire « Non, moi, ce n'est pas 2,4 % d'inflation que je vis parce que l'inflation repose sur le panier de consommation canadien. Et le panier de consommation canadien, c'est une moyenne fictive. Et il y a des gens qui vont plus vivre d'inflation et d'autres qui vont moins en vivre. Je vous donne un exemple, l'exemple de mon grand-père. Mon grand-père, à moi, 91 ans à la retraite, vit dans une région là, éloignée, là, dans une ferme, là, sur une ferme en région. Mon grand-père, d'abord, on se rappelle les composantes principales de l'IPC, les composantes les plus importantes, c'est le logement, l'alimentation et le transport. Et c'est aussi les 3 catégories qui ont connu la plus forte hausse des prix. Mon grand-père s'en est pas rendu compte. Pourquoi? D'abord, son logement, c'est une maison qu'il a construite lui-même avec son grand-père et son père. OK. Donc, mon grand-père ne paye pas d'argent de loyer ou quoi que ce soit par rapport à son logement. Mon grand-père, c'est un fermier. Et donc, l'alimentation, c'est en grande partie de l'alimentation qu'il récolte lui-même. Il a un énorme jardin. Il a des vaches, il a des poules. Et donc, s'il veut des œufs,
il prend les œufs de ses poules. S'il veut des viandes, il peut abattre une vache. S'il veut des fruits et des légumes, il va dans son jardin. Donc, mon grand-père, si le prix des aliments augmente, il ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'il n'en achète pas beaucoup. Et ça, c'est deux éléments, les logements et les aliments, qui poussent l'inflation à la hausse. Et comme mon grand-père ne consomme pas ces biens-là, eh bien, mon grand-père ne vit pas cette inflation-là. Donc, mon grand-père, ce n'est pas 2,4 d'inflation qu'il vit, c'est peut-être 1 1,5 Et au contraire, vous avez des gens qui, par exemple, des étudiants, eux qui prennent une grande partie de leur revenu pour leur logement, eh bien, quand le prix des logements augmente, bien, les étudiants qui ont une grande portion de leur logement, de leurs dépenses sur leur logement, bien, eux vont voir beaucoup plus que 2 d'inflation. Génial. Donc, il y a des enjeux comme ça en fonction du panier. Il y a aussi des enjeux géographiques. Le 2,4 c'est une moyenne canadienne. Et systématiquement, vous avez des villes qui vont avoir plus d'inflation que les autres villes. Je vous donne un exemple ici. J'ai pris les grandes métropoles du Canada et la ville de Québec, donc la capitale nationale, et on peut regarder l'évolution des prix dans ces villes-là. 2002, année de base, l'IPC est égal à 100. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'après 20 ans, l'IPC est quand même largement supérieur dans une ville comme Toronto. Donc, à Toronto, les prix ont augmenté beaucoup plus rapidement que, par exemple, dans la capitale nationale. Là, vous allez me dire, Marc-André, la différence ne me semble pas très grande. L'IPC de la ville de Québec, ça semble être environ 153, puis l'IPC de Toronto, ça semble être environ 165. Bien, on parle quand même d'une différence de 10 là. En 10 c'est non négligeable. Et là, j'ai pris la ville, la capitale nationale. J'aurais pu prendre une ville peut-être plus en région. J'aurais pu prendre Granby, j'aurais pu prendre Drummondville, j'aurais pu prendre une ville de région où là, l'inflation aurait encore été moins grande probablement. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que oui, il y a des régions comme la ville de Montréal, au Québec, qui ont un coût de vie beaucoup plus élevé. Ça peut être un enjeu, ça, pour certains emplois, des emplois, par exemple, qui ont des salaires négociés à la grandeur du Québec. Pensez aux infirmiers ou aux infirmières, par exemple. Le salaire est négocié par leur ordre professionnel et le salaire d'une infirmière à Montréal et, disons, à Drummondville va être le même. Par contre, si le coût de la vie est beaucoup plus élevé à Montréal, bien, ça implique que le salaire réel des infirmières est beaucoup plus faible à Montréal. Ça, c'est un enjeu. Pourquoi est-ce que c'est un enjeu, ça? C'est un enjeu pour le recrutement. Comment est-ce que vous voulez convaincre quelqu'un d'aller travailler à Montréal dans un emploi, par exemple, comme la fonction publique, qui ont un salaire fixé à l'échelle de la province, quand pour le même salaire, ton pouvoir d'achat va être nettement supérieur en région? Ça vient engendrer des problèmes de recrutement. Des problèmes de recrutement qui sont importants pour certaines entreprises, pour certaines plutôt fonctions publiques. Pensez au service de police. Le service de police de la Ville de Montréal récemment disait justement que les différences de coût de la vie et les salaires, la différence des salaires n'était pas adaptée et ça faisait en sorte que les bons policiers quittaient la SPVM pour aller travailler, par exemple, en banlieue de Montréal où les prix étaient plus faibles. Donc ça, c'est un deuxième défaut de l'IPC. Donc, il y a des gens qui vont vivre une inflation beaucoup plus élevée, simplement parce qu'ils habitent, par exemple, dans une grande métropole, et vous avez des gens qui vont vivre une inflation plus faible parce qu'ils vivent, par exemple, en région. Donc ça, c'était le deuxième défaut de l'inflation. Un troisième défaut, qui est un petit peu plus marginal, mais qui mérite d'être mentionné, sur une courte période de temps, lorsque les prix d'un bien augmentent, c'est possible que les gens arrêtent de consommer le bien. Je vous donne l'exemple de l'essence. Imaginez-vous que l'essence double de prix demain matin. L'inflation au Canada va augmenter beaucoup. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est une portion importante du panier de consommation des Canadiens. Donc, si l'énergie double de prix, bien, l'IPC va augmenter beaucoup. Par contre, ça ne veut pas dire que les gens vont vivre cette augmentation-là de l'inflation. Parce que les gens vont peut-être dire, bien, je vais arrêter d'utiliser ma voiture et à la place, je vais aller utiliser le transport en commun. Et donc là, oui, l'inflation enregistrée par Statistique Canada va être élevée, mais les gens vont contourner cette inflation-là par un effet de substitution. Ici, l'effet est probablement relativement faible, relativement minime, mais on le mentionne quand même parce que ça peut être un défaut un petit peu dans le calcul de l'inflation.
Au final, rappelez-vous que le calcul de l'inflation, c'est un calcul qui est complexe. Et donc, oui, on a une moyenne à 2,4 % au Canada. C'est des chiffres qui sont probablement plutôt précis, mais c'est des chiffres qui sont quand même nature à être critiqués dans une certaine mesure. Et donc voilà, on vient de voir dans la capsule d'aujourd'hui comment on pouvait utiliser l'IPC et l'inflation pour comparer le niveau des prix à travers le temps et d'évaluer la valeur réelle d'un bien versus la valeur nominale. Donc, je veux terminer la capsule d'aujourd'hui en vous répétant donc la différence très importante entre une valeur nominale et une valeur réelle. La valeur nominale, c'est lorsque vous ajustez le prix d'un bien la valeur nominale, c'est la valeur que vous dépensez pour consommer un bien. Et la valeur réelle, c'est lorsque vous ajustez la valeur nominale d'un bien pour prendre en compte l'effet de l'inflation. Et donc voilà, c'est le contenu de la capsule d'aujourd'hui sur les valeurs nominales et sur les valeurs réelles.